Vous écoutez 3D Vous, l'émission podcast sur le pest control avec le docteur Romain Lasseur et animé par Adrien Ribera. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 3D Vous. Donc c'est un nouveau podcast sur le monde de la 3D, l'occasion pour revenir sur l'actualité du mois et de débattre autour d'un sujet brûlant. Et pour m'accompagner à chaque émission, Romain Lasseur est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Je vous rappelle que cette émission est disponible sous format podcast sur les plateformes d'écoute. Sans plus attendre, nous accueillons aujourd'hui Florence Mignot. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes directrice générale de Sarp Hygiène Bâtiment depuis presque 2 ans. Et on va revenir plus en détail sur votre activité dans l'émission plus tard. Au programme de ce numéro, nous reviendrons sur l'actualité du mois avec les 3 sujets les plus importants. Ensuite, Romain, tu auras carte blanche sur un sujet de ton choix. Enfin, le débat du mois, cette fois-ci, ça sera sur la thématique de la gestion des déchets dans le monde de la 3D, avec la question qui sera « Est-ce que la gestion des déchets de l'activité 3D est un problème qu'il faut questionner ?» 3D Vous, c'est votre podcast et ça commence maintenant. Vous écoutez 3D Vous, l'émission podcast sur le pest control avec le docteur Romain Lasseur et animé par Adrien Ribera. Tout d'abord, l'actualité du mois. On a recensé beaucoup de présences de frelons, d'attaques de guêpes et même de rats, notamment dans une école. Et Romain, ma question, ça sera, quels sont les premiers gestes à adopter en cas d'attaque de ces nuisibles ? Alors, oui, effectivement, je pense qu'avant d'en arriver au conseil qu'on peut prodiguer à des particuliers qui seraient attaqués par des guêpes, attaqués par des frelons, attaqués par des rongeurs, il est nécessaire effectivement de dire qu'on a d'une part des rongeurs qui sont des animaux qui sont installés toute l'année, alors qu'on a d'un autre côté des frelons et des guêpes qui sont saisonniers. Et c'est vrai qu'en ce moment, en particulier en ce moment, c'est des insectes qui ont tendance à vouloir rentrer à l'intérieur des maisons et à devenir un petit peu agressifs parce que c'est la fin des colonies. Alors que les rongeurs sont très dépendants, non pas de la saison, mais sont très dépendants de la quantité alimentaire qui est disponible pour eux. Néanmoins, tu as raison Adrien, aujourd'hui on n'a jamais connu de pression aussi importante de guêpes, frelons et de rongeurs qu'aujourd'hui. Alors quelle en est la raison ? Réchauffement climatique, moins de produits chimiques pour les réguler, plus de gens qui essaient de faire par eux-mêmes. Peut-être un petit peu le cocktail de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on a une pression de ces espèces invasives qui est de plus en plus importante. Quels sont les conseils que je peux prodiguer ? Quand je suis particulier, j'ai 3 chances sur 4 de ne pas m'en sortir tout seul. Même si je vais voir les remèdes de grand-mère, même si je vais voir sur les blogs sur internet, en règle générale c'est toujours des mauvais conseils. Et ça me fait perdre quoi ? Ça me fait perdre du temps et ça me fait perdre de l'argent parce qu'in fine il faudra que je fasse intervenir un professionnel. Donc le conseil que je peux donner, faites intervenir un professionnel au plus tôt qui puisse identifier l'espèce et intervenir de la manière la plus précoce avant que vous ayez à débourser des sommes qui peuvent atteindre des plafonds assez importants. C'est le cas par exemple avec les punaises de lit. Et puis c'est aussi une question de sécurité. N'allez pas prendre des risques au contact de ces espèces, là où le professionnel qui lui est équipé et formé pour pouvoir intervenir sur ce type de situation, eh bien, lui saura trouver la bonne solution et dans tous les cas, ça vous coûtera toujours moins cher. Donc c'est ça le conseil qu'on peut apporter, c'est n'essayez pas en permanence de faire tout seul, il y a des problématiques et notamment celles des espèces invasives sur lesquelles il n'est pas conseillé de le faire pour des questions éminemment de sécurité et des questions économiques. Je pense que le message est clair. Faites appel à un professionnel. C'est ça. Fin septembre, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a rendu dans un communiqué de presse l'état des lieux de la grippe aviaire en France. Alors, la situation est plutôt grave, je pense, avec un rebond de l'épidémie, je dirais. Et est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de la situation ? Ouais, c'est une bonne question. Oui, je pense que... Alors, premier point, la grippe aviaire n'affecte que les volatiles. On est d'accord. H5N1 n'affecte que les oiseaux. C'est grave ? Oui, c'est grave. Pourquoi ? Parce que ça affecte à la fois les animaux d'élevage, c'est véhiculé par les animaux sauvages, et donc ça affecte la biodiversité, puisque les oiseaux sauvages meurent de manière aussi brutale que les oiseaux d'élevage. Okay. Donc ça a un impact économique pour les éleveurs dont les oiseaux sont en contact avec des oiseaux sauvages, mais ça a un impact aussi sur la biodiversité, puisque ces oiseaux sauvages, et ça a été le cas encore ce week-end, où il y a des fous de bassin qui ont été retrouvés morts sur des plages en Bretagne, bah oui, ça, c'est la démonstration que la grippe a bien un impact aussi sur les oiseaux sauvages. Donc l'impact, il est grave économiquement sur les éleveurs et grave pour la biodiversité parce que ça ne touche pas que les oiseaux d'élevage, ça touche beaucoup les oiseaux sauvages et c'est beaucoup plus discret que les animaux d'élevage parce que ça ne meurt pas en masse et c'est moins visible. Donc oui, c'est grave. Maintenant, non pour la santé de l'homme parce que ça n'affecte pas l'homme. Le risque a été élevé, donc, d'après le ministre, à un niveau modéré. Mais on va surveiller la situation. Oui, c'est ça. Enfin, suite aux déclarations du président du groupe Nestlé,
qui a annoncé avoir la volonté d'enquêter sur l'origine de la présence de la bactérie Escherichia coli dans l'usine Buitoni. Cette année, on a vu plusieurs grands scandales sanitaires dans de grandes marques. Et comment on peut expliquer ce phénomène ? Alors, je dirais qu'il y a d'une part un manque de chance, parce que typiquement, Escherichia coli, c'est une bactérie qui se dissémine dans la viande, et à 4 degrés. Donc, c'est pas une bactérie qui se dissémine pas simplement si on respecte la chaîne du froid. On a beau respecter la chaîne du froid, si elle est présente dans la viande initialement, eh bien, elle sera présente tout le long du process. Donc c'est une vraie volonté de clarté du président de Nestlé de vouloir enquêter sur les failles de son système. Néanmoins, là je dirais qu'en particulier dans cette problématique Buitoni, on a probablement d'autres choses à reprocher à la chaîne de production de chez Buitoni, mais là en l'occurrence Escherichia coli, c'est une bactérie qui, une fois qu'elle est dans l'usine, c'est difficile de s'en apercevoir et de s'en défaire. Après, il y a d'autres affaires qui impliquent des salmonelles, qui impliquent d'autres choses chez d'autres industriels. Et là, en l'occurrence, on peut avoir un lien qui est plus clair avec le pest control. Présence de rongeurs, présence de blattes et donc présence de pathogènes qui circulent dans les usines. Néanmoins, je pense que là, on parle de quelques cas d'intoxication sur des millions, voire des milliards d'unités alimentaires qui sont produites par cette industrie agroalimentaire. Alors, 2 messages. Il faut faire confiance à l'industrie agroalimentaire parce que dans la plupart des cas, ça se passe bien. Et je pense que le devoir des patrons de l'industrie agroalimentaire, c'est d'augmenter le nombre de contrôles indépendants qui sont faits au cours de la production. Et là, ça permettrait d'aller au-devant des problèmes. Mais c'est quand même inquiétant quand, en tant que consommateur, on achète un produit et demain on apprend qu'il a une bactérie. On fait comment ? Oui, alors effectivement, on parle souvent des cas qui vont pas, on parle jamais des cas qui vont bien. La plupart du temps, ce qu'on achète est sain. Et d'ailleurs, la France est de très loin, au niveau mondial, un des pays dans lequel la sécurité sanitaire est la plus élevée. Donc je pense qu'il faut aussi savoir relativiser ces cas d'intoxication. Ils sont malheureux, d'autant plus que Escherichia coli touche régulièrement des enfants. Néanmoins, c'est plutôt une exception qu'une règle générale. Donc j'ai plutôt confiance, et il faut avoir confiance dans l'industrie agroalimentaire. Alors j'ai confiance aussi. L'actualité a été vue, maintenant c'est l'heure de ton billet d'humeur. Il me semble qu'aujourd'hui tu vas nous parler de la vision de l'animal en ville. Ouais, alors merci. Oui, c'est effectivement un thème qui me tient à cœur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit que sociologiquement, notre société évolue, notamment sur l'interaction qu'elle souhaite entretenir avec l'animal. Alors, avant tout avec l'animal domestique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent derrière les maltraitances animales, la souffrance animale, ce que je trouve complètement sain. Mais on en arrive aussi à questionner notre interaction avec des animaux qui, à mon sens, ne sont pas des animaux normaux, sont les espèces invasives. Et on a des grands mouvements en ville. Alors je vous rappelle que la ville, ça va être 75% des personnes habiteront en ville entre 2080 et 2100, ce qui fait que la majorité de la population française sera urbaine. Et cette population urbaine, qui est bien souvent hors sol, qui n'a plus de racines rurales, qui n'a plus d'activité rurale, qui n'a plus d'activité en lien avec la terre, a plutôt tendance à considérer que tous les animaux, on peut les mettre sur le même piédestal, sur le même niveau, en tout cas avec la même considération. Ce qui est fondamentalement une erreur. Pourquoi ? Parce que les espèces sur lesquelles le monde du 3D intervient, et Florence y reviendra sur cette activité 3D d'ératisation et d'autres activités dans ce monde de l'hygiène publique, eh bien on a tendance à intervenir sur des espèces qui certes colportent des maladies, donc mettent la santé de l'homme en danger, mais également sont défavorables à la biodiversité. Et donc sous couvert de vouloir défendre la biodiversité et la nature en ville, on défend toutes les espèces, ce qui est vraiment antinomique, puisque vouloir défendre le rat, vouloir défendre le pigeon, vouloir défendre les blattes, vouloir défendre beaucoup d'espèces, en fait revient à œuvrer contre la biodiversité, parce que ces espèces en tant que telles, quand elles sont dans un écosystème, elles ont tendance à faire disparaître les autres espèces. C'est quoi la biodiversité ? C'est un maximum d'espèces et un maximum d'individus de ces espèces sur une aire donnée. Si vous introduisez une espèce invasive dans cette aire-là, les autres espèces disparaissent. Donc on a bien une simplification de la biodiversité. Et en fait, je pense qu'il faut remettre un petit peu l'église au centre du village de tous ces citadins, parce qu'ils ont plutôt tendance à vouloir, au titre de cette biodiversité, tout protéger, ce qui est vraiment une connerie. C'est une connerie parce qu'on ne peut pas être en faveur de la biodiversité et protéger le ragondin en ville, que la plupart des gens considèrent comme des castors. Donc il y a une vraie méprise des sciences naturelles en ville qui pousse vers ce type d'extrêmes qui n'ont aucun sens sur le plan technique et aucun sens sur le plan écologique. Donc on voit aussi aujourd'hui le nombre de cas de dengue domestique. La dengue, c'est un virus qui est transporté notamment par le moustique tigre, qui se multiplie à l'heure
où un certain nombre de maires en France signent des arrêtés anti-pesticides et en fait se verrouillent la possibilité d'intervenir sur ces nouvelles espèces, sur l'ambroisie, sur le tigre du platane, sur plein d'espèces qui sont en train de profiter de ce vide juridique, de profiter de ce vide idéologique pour progresser. Et donc, avec ces espèces s'installe une situation sanitaire qui commence à durer. On rappelle simplement que la dengue est en train de s'installer durablement dans la société française. Ça signifie qu'on n'a plus besoin de gens qui voyagent dans des pays qui sont concernés par ce virus pour que ce virus circule dans la population française. Donc c'est vraiment une aberration à l'heure où on veut œuvrer pour la biodiversité de laisser un territoire d'expression à toutes ces espèces. Donc oui, voilà, c'est mon petit coup de gueule en disant reconsidérer les sciences naturelles pour ne pas œuvrer en faveur d'espèces qui nous desservent sur le plan de la biodiversité. C'était ta carte blanche, donc à chaque numéro, tu pourras... Expression libre. C'est ça, pendant 3 minutes. Et donc c'est l'heure du débat de la semaine, et je dirais même du numéro. Donc notre invitée, je vous rappelle, Florence Mignot, donc directrice générale de Sarp Hygiène Bâtiment. Et je m'adresse à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à l'émission, rebondir à ce qui sera dit, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux LinkedIn et YouTube d'Influence Pest Contrôle pour que nous puissions revenir sur votre message lors du prochain numéro. Aujourd'hui, le débat va tourner autour de la gestion des déchets dans la 3D. Florence, qu'est-ce que l'activité 3D pour vous et votre vision, votre activité chez SHB ? Alors tout d'abord, merci de m'inviter au premier podcast quand même de 3D Vous. Et merci pour cette émission et pour cette bonne idée. Donc la 3D, comme l'a dit Romain, effectivement, c'est dératisation, désinsectisation, désinfection, mais en fait, ça ne se résume pas en 3 mots et juste à des prestations basiques. En fait, c'est un métier complexe. Oui, il y a beaucoup de choses derrière ça. Ouais. On va commencer déjà par faire un diagnostic. On ne va pas appliquer tout de suite un procédé parce que finalement, il va falloir déterminer quel nuisible. Tu en as cité beaucoup, mais il y en a encore plein d'autres. Oui. Quel environnement, quelles sont les conditions, quel est l'état du bâtiment, quelles sont les habitudes des occupants, dans les usines aussi agroalimentaires, quels sont les process en place. Il y a beaucoup de choses à identifier pour déterminer le bon plan d'action. Et le bon plan d'action, il va déjà consister par regarder comment est-ce qu'on peut réduire, endiguer les entrées de nuisibles dans le bâtiment concerné, s'il s'agit d'un bâtiment, et puis ensuite mettre en place effectivement les bons traitements et le monitorer derrière. Donc en fait, on va agir d'une part sur le patrimoine, et aussi il y aura beaucoup de pédagogie auprès des clients pour que effectivement les bonnes pratiques s'installent. Notamment nettoyage, notamment d'accessibilité alimentaire pour toutes Exactement. Et qu'on évite les réinfestations. C'est ça. On va se retrouver dans le même système. Et comme l'a dit Romain, effectivement, la régulation intelligente et efficace de ces nuisibles, ça va permettre, alors évidemment, de protéger la qualité et le cadre de vie et la santé. Donc ça a un effet positif sur l'homme, mais également protéger la biodiversité. Ouais, je crois que c'est important que tu soulignes ça, Florence, parce que notre métier, c'est pas forcément de réguler des espèces pour le plaisir, c'est aussi réguler des espèces qui certes ont un impact sur la santé de l'homme, mais ont clairement, comme je le disais dans mon billet d'humeur, ont clairement un impact sur la biodiversité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce rôle qui est apporté par l'activité 3D sur des espèces invasives qui ont tendance à simplifier la biodiversité autour d'elles est un petit peu bafoué. On a l'impression que la société ne s'aperçoit pas de la valeur ajoutée de notre profession, justement comme rempart sanitaire, bouclier sanitaire de la politique sanitaire du pays, mais aussi comme un rempart, je dirais, pour la protection de la biodiversité, notamment en ville, puisqu'aujourd'hui on parle de plus en plus de biodiversité en ville. Donc je crois que cette activité-là, il faut le souligner, tu as raison. Ouais. Et effectivement, alors, c'est aussi une activité, un métier en pleine évolution, et notamment évolution réglementaire qui limite les produits chimiques, alors on en reparlera un peu par la suite, mais c'est aussi boosté par les innovations. Alors c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de ces métiers-là, mais on utilise de plus en plus de pièges connectés, de boîtes connectées. Ça assure à la fois la transparence et aussi ça limite drastiquement l'impact sur l'environnement de toutes les substances qu'on peut utiliser. Ouais. Et du coup, alors j'en profite pour présenter un peu SHB. Donc SHB, c'est effectivement une société qui a été créée début d'année dernière par le regroupement d'activités 3D et hygiène de l'air. Donc on ne travaille pas uniquement sur la 3D, mais également sur l'hygiène de l'air, tout ce qui est hygiène du bâtiment. C'est une filiale de la Sarp qui est le leader sur les marchés de maintenance assainissement et maintenance industrielle. Et donc ça fait vraiment partie de ces métiers d'hygiène publique. Et filiale du groupe Veolia. Et filiale du groupe Veolia, merci Romain de le rappeler. Et effectivement,
Donc le savoir-faire, effectivement, il ne se limite pas à tout ce qui est 3D, mais vraiment tout ce qui est l'acteur de l'hygiène du bâtiment au sens large, et vraiment avec un impact sur la santé environnementale. On parle de plus en plus qui fait de partie ce de la santé concept. publique. Exactement. D'ailleurs, la santé publique, ça regroupe tous ces environnements, toutes ces santé. La santé environnementale en fait partie aujourd'hui et de plus en plus, quoi. C'est vrai que Tout c'était est un peu impliqué, en l'environnement, c'était un peu le parent pauvre de toutes les démarches de exactement. ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, chez vous, notamment avec votre fort positionnement sur l'hygiène de l'air, vous remettez effectivement cette gestion de l'air au centre de la santé, des préoccupations de santé publique. Tu parlais de gestion, Romain, mais justement, aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la gestion des déchets de l'activité 3D est un problème qu'il faut questionner ? Alors, la gestion des déchets dans l'activité 3D, ça n'a jusqu'à présent pas été vraiment une préoccupation majeure des acteurs. Mais je pense qu'on est deux convaincus de la nécessité de questionner, Parfaitement, cette oui. activité de gestion des déchets. Ouais. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a ? Alors pourquoi est-ce qu'effectivement c'est pas une préoccupation majeure ? En fait, on produit quand même très peu de déchets en valeur absolue comparé à beaucoup d'autres. C'est une petite filière en termes de gestion, de production de déchets. Et en fait, voilà, en valeur absolue, en matière active, c'est pas forcément énorme. Néanmoins, par contre, ça peut avoir des impacts importants sur l'environnement, puisque tous les produits chimiques qu'on appelle les produits biocides là, qu'on va utiliser et qu'on va pas collecter, dont on va pas récupérer en fait les résidus, vont se retrouver dans l'environnement avec des impacts qui sont classés, alors c'est ce qu'on appelle CMR dans la classification européenne, donc c'est cancérigène, mutagène et toxique sur la reproduction, donc avec des impacts importants à la fois sur l'homme et sur les animaux. Et dont un certain nombre d'entreprises et de décideurs qui ne veulent plus que de produits CMR soient utilisés dans leurs installations. Donc il y a un vrai contexte également réglementaire autour de l'utilisation de ces CMR et le fait de les retrouver dans l'environnement également. Du coup l'impact est important. Et on va aussi les retrouver sur les rongeurs, les cadavres. Ça c'est aussi un sujet dont on parle régulièrement. Les rongeurs qui ont ingéré du produit toxique, en fait ils en ingèrent trop, ils en ingèrent beaucoup plus que la dose létale pour eux, mais ça peut devenir dangereux pour leurs prédateurs. Alors effectivement, on milite pour des bonnes pratiques. Pourquoi ? Parce qu'un rongeur qui aurait consommé des anticoagulants ou du cholécalciférol ou de l'alpha-chloralose, s'il est collecté par le professionnel sur le terrain et bien évacué, il ne pose pas de problématique et par ailleurs, on profite de l'efficacité de ce produit chimique tout en étant sélectif puisqu'on ne laisse pas ce cadavre disponible pour d'autres espèces non cibles, des prédateurs notamment, ce qu'on appellerait une intoxication secondaire, que j'intoxique une bête, un animal qui s'intoxique pas parce qu'il a mangé des appâts, mais parce qu'il a mangé un cadavre qui contenait de la matière active. Donc effectivement, il y a deux axes. Il y a la sensibilisation du professionnel à ne pas laisser des cadavres sur le terrain, et puis il y a qu'est-ce qu'advient de ce cadavre par la suite, comment est-il pris en charge, et c'est là où effectivement on s'est longtemps questionné, et où là, toi Florence, tu as beaucoup travaillé sur le sujet de la gestion des déchets en 3D et notamment des cadavres. Exactement, et du coup, pour le coup, c'est une problématique quand même qui est importante dans les métiers du 3D, dans la profession. Ça fait partie de toute façon des demandes et puis de la montée en compétences de cette filière, et notamment aussi dans le cadre de nouvelles réglementations qui arrivent et de nouvelles habilitations comme la norme CEPA, dont on parlera après, qui réglemente aussi tous ces métiers de 3D et la transparence et notamment vraiment la mise en place d'une filière déchets conforme à la réglementation et totalement nécessaire. Qui officialise la nécessité d'être responsable et d'être gestionnaire de ses propres déchets. Donc d'ailleurs, je pense qu'il y avait une question aussi autour de... c'est juste pour repréciser, quelles sont les grandes catégories de déchets c'est ça. justement. Dans le 3D, alors il y a 3 catégories de déchets. Il y a les déchets banals, donc ça c'est inhérent à toute activité. C'est carton. Exactement, ordures ménagères, carton, verre, bois. Tout ce qui n'a rien de bien spécifique à l'activité 3D, mais qui est d'utilisation commune. Et qui n'est pas dangereux, en fait, qui n'a pas été souillé. Ensuite, il y a les déchets dits dangereux. Donc ça, c'est les déchets qui représentent un risque pour la santé ou pour l'environnement et qui nécessitent du coup une filière agréée de collecte et d'élimination. Donc, mes fonds de bidons d'insecticides périmés, des appâts raticides qui ont été récupérés sur le terrain et qui doivent être éliminés.
Voilà, ça peut être tout ce qui a été au contact effectivement des biocides, des chiffons ou autres. On va voir aussi tout ce qui est les bidons d'aérosols. Voilà, donc en fait différents types de déchets qui peuvent présenter des risques différents aussi. Ils peuvent être explosifs, ils peuvent être cancérigènes, ils peuvent être irritants, mutagènes. Voilà, donc en fait, tout ce qui était dans la matière active. Ouais, c'est ça. On rappelle aussi que ces produits-là, c'est des produits biocides, donc ils sont censés entrer en contact de manière toxique avec un organisme. Donc c'est des produits qui ne savent pas être spécifiques tout seuls. Ça veut dire que si ce produit il est toxique pour un organisme, il peut l'être pour d'autres. Donc ça veut dire que c'est vraiment le rôle du professionnel que de l'utiliser pour son efficacité et de le gérer pour sa toxicité environnementale. Et on ne peut pas imaginer qu'un produit est efficace sur un organisme et qu'une fois qu'on l'a utilisé, il se remet tout seul dans son bidon et tout va bien. C'est vrai que si on ne s'occupe pas jusqu'à l'élimination de ce produit-là, il y a un moment, il continue à exprimer sa propre toxicité. Oui, tout à fait, et d'autant plus que, alors même si on limite l'utilisation des biocides, et de toute façon la réglementation nous y oblige, on n'a jamais exactement la quantité qu'il faut pour... il y a toujours forcément, il va en rester dans l'environnement, tout ne va pas être consommé. Et la troisième catégorie de déchets, ça va être les cadavres, notamment les cadavres de rongeurs, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi des cadavres d'autres animaux et de volatiles. On parlait de la grippe aviaire, et là on va être nous sollicités de temps en temps pour aller retirer ces cadavres. Mais donc voilà, donc les cadavres, tout ce qui est cadavres d'animaux. Oui, voilà, je rebondis sur ce que tu dis, Florence, notamment sur la partie grippe aviaire, parce que ça le démontre bien. On va gérer un cadavre pour le risque toxique qu'il peut avoir pour l'environnement, mais un cadavre également pour le risque infectieux. Là, dans le cas de la grippe aviaire, exactement, il est conseillé de ne pas laisser traîner un cadavre d'oiseau, même si le virus ne tient pas très très longtemps dans l'environnement sur un animal mort, il peut être amené à recirculer s'il il est à nouveau en contact avec un animal vivant. Donc il y a aussi ce risque infectieux. Je ne veux pas exposer la population et l'environnement à un risque infectieux parce que mon cadavre, ça peut être le cas d'un rat également, eh bien je vais soustraire ce cadavre à l'environnement pour éviter qu'il exerce son risque toxique et qu'il exerce son risque infectieux. Florence, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, on va faire un peu de juridique. Que dit la loi sur la gestion des déchets ? Alors, la loi, elle s'applique pour les métiers du 3D comme pour tous les métiers. Hein. Donc, c'est oui, il ne faut pas qu'on croie qu'on est exclu. C'est pas une loi spécifique. C'est important de le préciser. La loi, elle dit déjà qu'en fait, le producteur de déchets, il est responsable des déchets jusqu'à l'élimination. Et donc ça, alors quel que soit le type de déchets que l'on produit. Donc effectivement, nous en tant qu'opérateurs de pest control, on est effectivement être amenés à gérer 3 types de déchets dont j'ai déjà parlé. Donc les déchets banals, eux, ils vont se gérer par du tri, notamment la mise en place du tri 7 flux. Maintenant, en fait, on était sur du 5 flux, on est sur du 7 flux, on essaye de trier à la source de plus en plus de déchets différents qui peuvent du coup être recyclés. En fait, ça c'est important. Ouais, c'est ça, l'impact sur l'environnement, il est d'autant plus diminué. Et on essaye aussi d'avoir des actions, par exemple, avec nos fabricants pour essayer de recycler des seaux, des contenants non souillés, qui n'ont pas de contenu de biocide, mais par contre des produits qu'on appelle placebo, qui vont être des produits qui sont non nocifs. Qui sont pour la plupart d'entre eux de composition alimentaire. Exactement. Donc, pas de rationnel de les gérer comme des produits chimiques. Non. Et il faut absolument effectivement éviter de surcharger ces filières plus complexes et plus spécifiques. Donc ça, c'est les déchets banals. En fait, c'est pas très différent de ce qu'on peut trouver effectivement de manière domestique. Y compris chez soi. Exactement. Et puis ensuite, on a les déchets dangereux dont on a parlé au-dessus. Donc les déchets dangereux, ils sont classés en fonction de leur toxicité et du coup ça va aussi déterminer le système d'élimination qu'il va falloir mettre en œuvre en bout de chaîne. Les déchets dangereux, ils vont aussi on va les retrouver sous différentes formes. Ils peuvent être solides, ils peuvent être pâteux, ils peuvent être liquides. Donc une fois qu'on va les collecter sur le terrain, il va falloir les stocker de manière réglementaire, c'est-à-dire il va falloir les séparer, il va falloir stocker, s'assurer qu'il n'y a pas de lixivia possible, donc il va falloir des becs de rétention, notamment sur la partie liquide. Exactement. Donc il y a en fait toute une gestion
gestion des déchets, y compris physiques, dans les entreprises, à mettre en place. Ça veut dire déjà, Florence, que tous les déchets qui sont générés sur le terrain reviennent à l'entrepôt. On ne met rien à la poubelle au bord de route, que ce soit un déchet solide, un bloc rongeur qui a été consommé, qu'on a changé, un déchet pâteux, une pâte par exemple, ou un mastic, ou un insecticide contact sous forme de gel, ou bien un insecticide liquide, il me reste 200 ml d'insecticide dans le fond d'un pulvé, tout ça, ça revient au dépôt. Et tout ça, ça doit faire l'objet d'un stockage au dépôt en attendant une élimination. Exactement. On est bien d'accord, il n'y a pas d'autres c'est trié, issues. voilà, c'est trié dans les véhicules. Oui, le technicien, c'est ramené au dépôt et effectivement c'est trié sur le dépôt. Et il n'y a effectivement aucune élimination de ces déchets sauvages, sauvages, et ni dans les poubelles domestiques classiques. C'est aussi pour ça qu'on conseille, en cas de dilution, en cas de constitution d'un pulvérisateur, quand je vais sur le terrain, j'essaie de m'approcher au maximum possible de la dose de la quantité que je vais utiliser sur le terrain pour éviter de générer du déchet. La gestion du déchet commence par en produire le moins possible. Et donc, par un bon calcul, une bonne dilution faite par un technicien en fonction du nombre d'interventions qu'il a dans la journée, eh bien, plus il va réfléchir à adapter la quantité qu'il va mettre dans son pulvérisateur, moins il va générer de déchets en bout de chaîne. Et donc ça, déjà, la gestion des déchets commence déjà par éviter d'en produire. Par une bonne utilisation des produits, C'est ça. Effectivement, par une utilisation raisonnée et efficace des produits biocides. Et ensuite, une fois qu'effectivement tous ces déchets sont collectés au niveau de l'entreprise, on doit faire appel à un collecteur de déchets dangereux, donc lui qui doit être effectivement, qui doit apporter la preuve de ces certifications, effectivement, que la collecte est faite dans les conditions réglementaires et que ces déchets sont apportés à un centre d'élimination qui est bien en capacité de traiter les dits déchets. En fonction de leur classe. En fonction de leur classe, effectivement. Donc tous les centres de traitement de déchets dangereux ne sont pas en capacité de recevoir tous les déchets. Et ça, c'est maintenant beaucoup plus suivi encore, puisque depuis le 1er janvier 2022, l'État a mis en place un outil qui s'appelle Track Déchets et qui porte bien son nom, puisque c'est pour assurer la traçabilité des déchets depuis le producteur jusqu'au centre d'élimination. Donc ça veut dire que tout est tracé. Tu es en train de dire aujourd'hui que toute société 3D qui génère des déchets est obligée de les faire... On parle des déchets dangereux. Oui, déchets dangereux, de les faire retraiter par des entreprises spécialisées pour lesquelles il doit y avoir une traçabilité de mise en œuvre, puisque la société 3D est responsable de ces déchets jusqu'à leur élimination et doivent faire figurer dans Track Déchets la preuve et la traçabilité de la gestion de ces déchets. Donc en fait, on n'est pas dans une politique de la tolérance, c'est bien, la loi s'applique également et pleinement pour toutes les sociétés de la 3D. La loi s'applique pour toutes les sociétés de la 3D, effectivement. Et alors les cadavres, de fait? Et les cadavres, donc effectivement, le dernier, la troisième catégorie de déchets qui est un peu différente, c'est les cadavres. Donc ça, la législation là-dessus, on fait plutôt référence au code rural, à l'article 226.1 du code rural, qui stipule que l'élimination des cadavres doit se faire par la voie de l'équarrissage. C'est ça. Alors quand c'est des gros volumes et c'est plus de 40 kg... Ah c'est ça, il y a le poids des 40 kg. C'est l'équarrissage public. Bon alors pour arriver à 40 kg de rats, 40 kg de rats gourmands, c'est plus facile. Mais ceci dit, 40 kg de rats sur des grosses métropoles... À moins d'être équipé avec un congèle au dépôt. Et on est forcément équipé d'un congèle. Et donc de toute façon, c'est pour l'élimination des cadavres, comme pour les déchets dangereux, ça doit aussi suivre une filière bien spécifique et bien cadrée et transparente. C'est-à-dire que en fait, l'élimination des cadavres, elle se fait sur site. Effectivement, tous les cadavres qu'on va trouver, soit des rats qui sont morts après injection de produits biocides, soit des rats qu'on a piégés dans des pièges mécaniques, est-ce qu'on essaye effectivement de développer. Donc ça, ce qui nous permet effectivement d'être sûr que on piège effectivement le rat qu'on a tué et tous les rats qu'on a tués sur cette emprise-là. Donc les techniciens, ils vont collecter les rats dans des sacs biodégradables, ils vont les mettre dans une glacière dans leur véhicule, les ramener au dépôt où il y a un congélateur et où effectivement les rats, alors rats, ragondins ou autres cadavres, on peut aussi, ou autres volatiles. Autres volatiles, on pourrait être amené à ramener des volatiles morts, effectivement. Donc ça, c'est effectivement pour des questions d'hygiène. Ils vont être stockés dans un congélateur et éliminés via des filières également agréées, qui sont les filières d'équarrissage. Donc là, c'est plutôt des filières d'équarrissage privées, et qui vont du coup amener également la preuve, à la fois au niveau collecte
au niveau collecte, transport et élimination, que ça a été fait effectivement également conformément à la loi. Donc on voit qu'en fait tous les déchets, ils ont forcément une destination à respecter et une filière d'élimination spécifique. Et tout même si on a plutôt tendance à penser, à croire que de temps en temps il y a une tolérance de pouvoir disposer un rongeur, une souris à la poubelle, eh ben non. En fait, aujourd'hui, si on regarde ce sujet-là de manière professionnelle, la loi encadre très clairement la production de déchets dans l'activité 3D et notamment les issues en termes d'élimination des déchets industriels dangereux que peuvent représenter des produits, mais même des cadavres qui contiennent des produits chimiques qu'ils auraient ingérés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un terrain de montée en puissance de notre activité sur la gestion de ses propres déchets, à la fois en termes de la quantité de déchets gérés et qui n'est pas laissée sur le terrain, et en termes de traçabilité. Et je crois que la norme CEPA, elle renforce quand même cette... Ah, tout à fait. La norme CEPA, qui est effectivement une norme européenne qui est très axée sur les process en fait métiers 3D, donc depuis le diagnostic, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un diagnostic pour pouvoir y appliquer le meilleur traitement. Donc c'est la façon dont on travaille effectivement chez SHB, mais effectivement dans beaucoup d'autres sociétés du 3D. Et ça va également jusqu'à tout ce qui est élimination des déchets et traçabilité. En fait. Donc ça fait partie inhérente, et pour avoir le CEPA, il faut pouvoir justifier effectivement d'une bonne prise en charge de ces déchets. Mettre en place ces déchets. Et encore une fois, notre métier, il est effectivement là pour protéger les populations, mais aussi pour protéger l'environnement. Donc ça fait de toute façon partie inhérente des sujets que l'on doit aborder. C'est ce que tu dis assez souvent, on peut pas salir davantage un site en partant qu'il ne l'était en arrivant, quoi. Et c'est vrai que le fait de réguler des espèces invasives sur un site ne justifie pas le fait qu'on puisse mettre des pour le simple fait qu'on régule une espèce, quoi. C'est le cas des guêpes frelons, par exemple, avec le frelon asiatique. Aujourd'hui, on est amené à intervenir dans un milieu plus naturel, notamment en forêt, pour les nids secondaires. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que l'insecticide qu'on utilise ait plus d'impact sur la biodiversité locale que le bénéfice apporté sur le nid de frelon asiatique, quoi. Ça, c'est un bon exemple, quoi. Ça, c'est un dommage. Ça revient à peu près à ce qu'on a commencé à dire. Quelle action vous allez proposer pour mettre en œuvre la meilleure gestion des déchets à titre professionnel, mais également par rapport à vos convictions pour la planète? Alors, à titre professionnel, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement une prise de conscience de la nécessité de la gestion des déchets au niveau de la profession. Et puis t'as avancé, enfin, vous t'as amené la dynamique et aussi sur la création de ce groupe. Effectivement, sous mon impulsion, on a monté un comité déchets au niveau du CS3D pour travailler justement sur toutes ces filières. Alors, sur la partie déchets dangereux, ce sont des filières qui existent, mais par contre qui existent souvent pour la gestion de déchets en grosse quantité. Et donc la problématique, c'est les acteurs du 3D, 80% des entreprises du 3D, si je ne me trompe pas, Romain, c'est moins de 10 salariés. Oui, c'est beaucoup de très petites entreprises, voire même de moins de 5 salariés. C'est beaucoup de petites entreprises qui sont peut-être pas forcément structurées aussi bien que vous, les grands groupes. Donc c'est pour ça que tu as voulu amener cette impulsion-là. Exactement. Et puis en fait, ils vont produire des déchets et ils pourraient à l'arrière les faire évacuer que tous les plusieurs années, puisqu'en fait en termes de quantité ça va pas être énorme, et pour eux c'est quand même une suggestion supplémentaire, et les acteurs en fait, les collecteurs de déchets, ça les intéresse pas forcément d'aller chercher 3 kilos là, 4 kilos là, en tout cas, et puis ils vont pas forcément faire des tarifs non plus, ou ils vont faire des tarifs au contraire très prohibitifs. Donc en fait, effectivement, une des actions principales, c'est plutôt mettre autour de la même table, effectivement, les entreprises du CS3D avec leurs particularités et les collecteurs de déchets. Parce que ça fait aussi partie de leur responsabilité que de répondre à une demande de gestion des déchets en quantité aussi dispersée soit-elle. Tous les déchets dangereux. Tous les déchets dangereux. Des petites boîtes. Et alors c'est un peu la même problématique concernant l'équarrissage, parce que pareil, il y a peu de boîtes en fait qui font l'équarrissage. Tu m'avais mis en relation avec des sociétés qui font la collecte et l'élimination des cadavres des cabinets vétérinaires, des cliniques vétérinaires. Il y a aussi une filière qui est bien organisée pour la gestion de la venaison de la chasse. Exactement. Aussi, et c'est vrai qu'on tente de vouloir copier un petit peu ces démarches-là. Exactement. Oui, tout à fait. La réflexion en ce moment, c'est de se dire, est-ce c'est de réfléchir à un service mutualisé, effectivement, de cette collecte des cadavres et de cette partie équarrissage des petits animaux sauvages. C'est ça. Qui pour l'instant, pareil,
n'intéresse pas forcément non plus grand monde. Parce que des faibles quantités. Parce que des faibles quantités. Et alors, un titre pro ? Protection de la planète, ça t'évoque quoi quand tu lances un sujet gestion des déchets dans la 3D ? Pareil, en fait, alors ça, on en a quand même beaucoup parlé, en fait, évidemment. Pour moi, l'impact premier, en fait, c'est de limiter, effectivement. Alors, l'impact de nos métiers sur la planète et sur l'environnement, et notamment en utilisant la juste quantité de Bien produits chimiques, mais ça, on en a parlé, et je sais que tu es un fervent défenseur aussi de ces idées-là. Ça ne veut pas dire qu'on les bannit, parce qu'il y a des moments où, effectivement, il y a des situations sur lesquelles c'est vraiment la bonne... Donc là, c'est vraiment la bonne méthode, mais c'est vraiment de les utiliser de manière raisonnée, de manière appropriée, et surtout de revenir derrière et de pouvoir laisser un chantier propre, en fait. C'est vraiment les chantiers usines propres, mais si on les calque, en fait, si on fait référence à ça, c'est un peu le même principe. Et l'idée, c'est aussi effectivement de faire évoluer l'ensemble de la filière et de la profession, mais également des donneurs d'ordre sur ces problématiques-là. Et je pense que c'est aussi un facteur d'attractivité dans nos métiers, parce qu'effectivement, on ne peut pas se dire, travailler dans les métiers de l'environnement, être défenseur de l'environnement, protéger la biodiversité d'un côté, et par ailleurs la dégrader. Et par ailleurs la dégrader. Donc effectivement, je pense que de toute façon, ça fait partie des missions et de l'éthique et de la déontologie de notre profession. Donc, et j'ai bon espoir qu'on arrive à bien améliorer les choses et évoluer de ce puis côté-là. je rebondis, moi, plus à titre personnel maintenant. On ne peut pas être défenseur de la biodiversité, s'intéresser, être passionné de ces sciences naturelles, y compris sur ces espèces qui sont des espèces invasives, qui ont une écologie particulière, puisqu'elles vivent dans le même environnement que nous. S'intéresser, être proche de la nature, être proche de ces cycles biologiques, et par ailleurs ne pas vouloir œuvrer pour la protection de la biodiversité. Donc pour moi aujourd'hui, cette gestion irréprochable des déchets dans l'activité 3D s'inscrit aussi bien que notre impact qu'on va avoir sur la biodiversité d'aller gérer ces espèces invasives. C'est bien de vouloir bien gérer ces espèces invasives d'un côté. Si en ne gérant pas ces déchets, on annule notre action favorable, ça n'a pas de sens. Donc je dirais aujourd'hui, dans la balance bénéfice-risque, il faut qu'on sache bien, voire mieux gérer nos déchets de l'activité 3D, parce que jusque-là, ça répond à la question. Oui, il faut questionner, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans cette activité de gestion des déchets dans la 3D. Et c'est un axe dans lequel c'est un axe de responsabilité sociale et environnementale que la filière de la 3D doit se fixer, quoi. Un petit mot peut-être pour terminer. Mais effectivement, c'est les problématiques sur lesquelles on discute assez régulièrement. Et c'est important d'avoir aussi un certain nombre d'acteurs de différents, avec un prisme assez large, et effectivement qui vont avoir chacun des problématiques différentes, mais qui œuvrent dans ce sens-là. Donc ça va être effectivement tout ce qu'on va faire au niveau de la formation, de la montée en compétences de nos techniciens, mais ça va être aussi la prise de conscience des fabricants et producteurs. Et en fait, ça ne peut fonctionner que si tout le monde est conscient des différents enjeux et des bons équilibres à trouver, puisqu'en fait, encore une fois, c'est pas du tout de ne plus utiliser des produits biocides, mais c'est vraiment de les utiliser de la meilleure manière, et intelligemment, et en connaissant les risques. Ouais, puis ça passe aussi par le temps qu'on donne à la filière, le temps, je dirais, qu'on dévoue à la filière pour essayer de faire avancer ce type de projet au nom du collectif. Exactement. Et donc c'est vrai qu'on est aussi, toi comme moi, aussi impliqués dans le collectif pour essayer de faire avancer ces sujets, pour se dire que demain sera un peu mieux qu'aujourd'hui en termes de gestion des déchets, en termes de considération des espèces invasives, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation, parce qu'on est passionné, parce qu'on est très impliqué dans notre filière, quoi. Tout à fait, et ça aura un impact également sur ton petit billet d'humeur de tout à l'heure, parce que si on explique pourquoi on fait les choses et qu'on les fait proprement, c'est aussi de manière à ce que le collectif et tout le monde comprenne aussi pourquoi ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc, il y a aussi beaucoup de pédagogie en fait, et beaucoup de communication dans toutes ces actions. Exactement. C'est un sujet super important, très vaste, mais je pense qu'on a abordé beaucoup de points essentiels. Florence Mignot, merci d'avoir accepté notre invitation. Encore merci à vous. Romain, merci encore une nouvelle fois. Avec grand plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Et celui-ci, vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'écoute. Merci à tous et à très vite.
Vous écoutez 3D Vous, l'émission podcast sur le pest control avec le docteur Romain Lasseur et animé par Adrien Ribera.